very much. It's my pleasure to... Merci beaucoup. Je suis très heureuse de présenter la partie suivante de notre séance, qui porte sur les aménagements parentaux pertinents dans les causes de violence familiale. Cet après-midi, le professeur Peter Jaffe, que vous avez rencontré, ainsi que le professeur Nicolas Bala, qui est professeur de droit à l'université Queen's, qui est reconnu mondialement pour son travail sur les problèmes reliés aux enfants et aux jeunes et aux familles dans le système judiciaire, y compris ses travaux sur la séparation et la violence familiale. Archana Medekar, j'ai pu jouer un petit rôle dans ce projet, ce qui était formidable pour moi, de participer à certaines des discussions, de comprendre certaines des problématiques. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à Casey Oliver, doctorant qui a beaucoup aidé dans la création du produit final. Quel produit final? Il n'y a pas de produit final encore, mais ça s'en vient. Il s'agit d'une mise à jour d'un article rédigé il y a plusieurs années, en vertu d'un contrat passé par le ministère de la Justice. Les opinions qui sont exprimées ici et dans l'article sont les nôtres et ne représentent pas celles du ministère de la Justice Canada. Le processus a commencé par la mise à jour d'un article antérieur de Jaffe, Bala et Crooks. Et puis ensuite, il y a eu l'idée qu'il fallait mettre ce document à jour pour tenir compte des réformes législatives et de la jurisprudence récente. On a commencé début 2022, on a rédigé un projet et puis un document final. La date de publication attendue, c'est l'automne 2023. Donc, c'est comme une avant-première. Le lectorat de ce projet, vous, les avocats, les juges, spécialistes du système de l'application du droit de la famille, et dans une certaine mesure, les personnes qui ne sont pas représentées par un avocat. Il y a une revue de la littérature sur la violence familiale, et puis on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce qu'il faut faire en matière de parentalité post-séparation, meilleures pratiques émergentes. À présent, je donne la parole à nos présentateurs. Je crois que nous allons rester assis. Nous allons nous passer la télécommande. Lisa nous a appris à nous entraîner avant. Merci, Lisa. C'est un article qui est vraiment excitant. J'ai hâte de pouvoir le partager. Je l'ai fait fuiter à 1000 personnes. J'espère qu'eux le feront fuiter aussi. Un des éléments clés dans le document, c'est que depuis trop longtemps, le système de justice familiale est uniforme. Produit un plan de coparentalité. Les tribunaux n'ont pas le temps. Ces plans fonctionnent bien pour 80% des couples qui se séparent. Le programme de médiation, d'éducation, de la coopération entre avocats, c'est important aussi. Mais il y a certains cas où il faut une bretelle pour sortir de cette autoroute de règlement. Bon, les cas qui sont extrêmement conflictuels, disons, les parents qui ne vont pas faire mal aux enfants, mais qui ne peuvent jamais être au même concert d'école ou à la même partie de sport. Mais il y a des cas de violence familiale où il faut une analyse complètement différente. Il faut des évaluations spécialisées portant sur le risque, des plans de gestion, des programmes de supervision pour les enfants exposés à la violence entre parents, un parent principal pour la prise de décision, parentalité supervisée, le cas échéant. Donc, cet article porte sur la bretelle et il s'agit de proposer différents recours, différentes solutions par rapport à un problème qui est complexe et grave. Vous connaissez très bien la question du contrôle coercitif. Le droit est toujours à la traîne. Il faut reconnaître que la violence familiale est liée au genre. Chaque affaire est unique.
Le fait que vous soyez un homme ou une femme ne signifie pas que vous êtes agresseur ou victime. Les femmes peuvent être violentes. Il y a de la violence dans les relations de même sexe, mais dans l'ensemble du Canada, la violence familiale est liée au genre. Il faut le dire sans embâche. Nous savons que statistiquement, les femmes sont plus susceptibles de vivre dans la crainte de leur conjoint ou ex-conjoint et plus susceptibles d'être blessées, 6 fois plus susceptibles d'être tuées par leur conjoint. La violence familiale est liée au genre. Merci, Peter. Alors, comme on le disait, la violence peut prendre la forme de violence physique, de menaces, de maltraitance d'ordre financier ou sexuel. Mais le problème clé, ce sont les répercussions sur le plan émotif qui sont souvent très importantes. On peut distinguer les cas où il y a une prise de contrôle émotif avec violence physique et les cas où il y a une violence physique, mais il n'y a pas ce même degré de contrôle affectif, émotif. Il s'agit d'une distinction très importante. Tous les cas de violence ne sont pas des cas de contrôle coercitif. Presque tous les cas de contrôle coercitif comportent un aspect physique, ne fût-ce que sous forme de menace ou d'intimidation, mais souvent, il y a une série d'agressions au fil du temps. Et comme Peter l'a dit, on n'est pas obligé de citer des données sur tout, mais une partie importante de cas mettant en jeu de la violence familiale. La plupart, non. Si vous êtes avocat spécialisé au droit de la famille, vous avez une pratique typique, la violence n'intervient pas dans tous vos dossiers. Personne n'a une pratique typique. Vous pourrez dire, 100% de mes dossiers comportent de la violence familiale. Mais je dirais que si vous êtes un avocat familial, vous ne pouvez pas avoir 0% de dossiers qui ont de la violence. Si vous dites c'est 0, c'est parce que vous ne filtrez pas correctement. Et on va en parler. La violence familiale, on parle de parentalité, mais ça affecte les problèmes financiers aussi, et peut-être même encore plus. Donc c'est important de voir ce contexte. Comme Peter l'a dit, que vous savez, il y a une dimension fondée sur le genre au niveau de la parentalité, des finances. Et ce que font beaucoup de victimes, c'est qu'elles disent, bon, si je ne te demande pas d'argent, tu ne vas pas demander à venir voir les enfants, et c'est ainsi que je vais essayer de gérer la situation. Ce n'est pas sanctionné par la loi, mais c'est une réalité. Un des thèmes clés dans l'article, c'est que la violence familiale est un phénomène différencié, individualisé. Si vous êtes un avocat individuel, il s'agit de procéder à une véritable anamnèse. De quoi s'agit-il? Il existe des relations où il y a un seul incident de violence. Il y a des relations où il n'y a pas eu de violence. Il y a une allégation ou un problème d'infidélité et quelqu'un frappe une autre personne, et ainsi de suite. C'est un crime, bien entendu, mais ce n'est pas une caractéristique de la relation. C'est peut-être choquant, mais ce n'est pas le contrôle émotionnel. Mais il y a d'autres cas plus courants sans doute où la violence est continue et répétitive, et c'est là où il y a le plus importante préoccupation. Et puis la séparation est un moment de risque accru. Un des problèmes, bien sûr, du point de vue des avocats et des juges, c'est de prouver. Et puis, est-ce qu'il y a des allégations sans fondement ou exagérées? On a posé la question aujourd'hui dans une séance. Oui, les femmes mentent, c'est vrai. Les femmes parfois se trompent, différentes personnes se trompent. Mais, voir ça dans un contexte. Bon, est-ce que les femmes qui signalent des cas de violence domestique se trompent parfois, sont malhonnêtes? Le contexte compte. Si vous voyez une femme qui arrive dans une salle d'urgence, elle dit je viens de tomber, et que vous découvrez que son mari l'a frappée,
vous avez 0% de chance de fausse allégation. Si vous êtes dans un tribunal de la famille, le temps où vous arrivez au processus de litige, il y a un certain taux d'allégation infondée. Selon certains chiffres, ça pourrait être jusqu'à 25% des cas qui parviennent au stade du procès sont infondés ou exagérés. Bon, il y a des questions qui se posent sur cette recherche, bien sûr. Si ça paraît vous élevé, l'aliénation, un autre concept, le taux d'allégation non fondée d'aliénation est en hausse de 75%. On a parlé de Barendrecht et Grebliunas. Barendrecht et Grebliunas est un arrêt extrêmement important, peut-être l'arrêt le plus important jamais rendu dans l'histoire juridique canadienne en matière de... Bon, au niveau de la parentalité, c'est un arrêt très, très important qui évoque la violence familiale. Bon, je suis professeur de droit. Je dirais qu'avec tout le respect, il semble y avoir certains juges en Ontario qui rédigent des arrêts qui ne semblent pas au courant de cet arrêt parce qu'ils citent d'autres arrêts qui ont été cassés par celui-ci. Si vous êtes avocat dans un cas de violence familiale ou de parentalité partagée, on parle de la notion de temps de parentalité maximum. On parle du temps de parentalité maximum dans Barendrecht et Grebliunas n'est plus le droit. Il n'y a pas de temps de parentalité maximum. Le législateur ne le prévoit pas, la Cour suprême du Canada. Il y a des juges qui citent toujours et cet arrêt porte directement sur tous les problèmes qui ont été évoqués pendant la conférence. On cite certains de nos travaux sur le fait que la violence familiale a un effet sur le développement des enfants. C'est très intéressant d'entendre la juge en chef en parler, mais la juge Karakatsanis dit qu'il faut reconnaître cela de façon plus approfondie et le fait que la violence familiale ne prend pas fin lorsque les effets émotifs sur les enfants prennent fin avec la séparation. On pourrait dire, depuis qu'on s'est séparés, il n'y a pas eu de violence physique, mais les effets émotifs vont continuer pendant le processus de litige. Donc, litige abusif, dans les faits, l'un des éléments clés, c'était que la dernière agression physique remontait au moment de la séparation, mais l'agresseur l'a harcelé émotivement par courriel et autrement tout au long du procès, et inclusivement. Il s'agit de reconnaître la question de la preuve. Les allégations de gestes de violence sont de façon notoire difficiles à prouver. Les juges évaluent la crédibilité, mais ça peut être extrêmement difficile. S'il y a une preuve pour un seul incident de violence physique, les effets émotifs sont peut-être continus. J'ai été impressionné par l'arrêt de la Cour suprême que vous avez évoqué. J'espère que la future Cour suprême va citer notre nouvel article, puisque celui-ci a cité la version ancienne. Il y a un certain nombre de documents distribués en cas de publication portant sur le contrôle coercitif, parce que c'est un élément qui est très difficile à expliquer. Encore plus si vous travaillez en 1973 pour un refuge pour femmes victimes de violences conjugales. C'est difficile aussi de nos jours. C'est le droit maintenant, il faut commencer à y penser. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contrôle coercitif tel que défini, c'est extraordinaire la façon dont ça a été défini, parce que c'est défini sous toutes les formes possibles, y compris en suscitant la crainte chez des proches qui craignent pour leur sécurité, qui sont exposés à la violence. Donc je crois que c'est un élément très important et très excitant des changements législatifs. Dans le cadre de nos documents que nous avons distribués à l'attention des avocats, également des professionnels de la santé mentale, qui peuvent participer aux évaluations,
au médiateur, il s'agit d'être conscient de l'impact que vous pourriez voir sur les victimes du contrôle coercitif. Alors, donc, Nick va revenir. Alors, en ce qui concerne les litiges abusifs, il y a aussi des personnes qui ne font pas confiance à leurs propres décisions. J'ai eu une entrevue récemment avec une survivante. J'ai interrogé sur différentes formes de temps de parentalité. Et je posais des questions et je voyais bien que avec chaque question amenait la survivante à trouver un nouveau plan en disant peut-être qu'elle n'est pas assez généreuse, elle ne voulait pas faire confiance à ses propres prises de décision, elle était peut-être trop sévère pour son ex-mari plutôt que de se concentrer sur la sécurité des enfants. Donc, beaucoup de survivants peuvent se sentir au fil du temps, ils se demandent s'ils sont fous. La manipulation psychologique est parfois, en fait, même souvent un phénomène. Tous les avocats de droit de la famille qui font ce travail doivent avoir une liste de contrôle hein, plastifiée sur leur bureau afin de poser vraiment les bonnes questions. Trop souvent, les avocats s'attendent à ce que les clients soient les experts. Bon, les justiciables ont l'expérience vécue, mais ils ne comprennent pas comment présenter des choses qui pourraient être essentielles au niveau de la présentation. C'est donc important de reconnaître toutes les formes de contrôle coercitif. Et puis en définitive, le plus important, c'est que le contrôle coercitif doit être reconnu sur les décisions en matière de temps de parentalité. On ne peut pas prendre des décisions de contrôle coercitif, reconnaître un contrôle coercitif et s'attendre à ce que les parents prennent des décisions conjointes. Ça crée une guerre interminable avec des équilibres de pouvoir. Les conclusions relatives au contrôle coercitif doivent engendrer une approche très différente des dossiers en ce qui concerne le temps de parentalité, les décisions, la prise de décision en matière de parentalité. Merci Nick et Peter. À présent, je vais me concentrer sur la manière dont la violence familiale est intersectionnelle. Chaque personne vit plusieurs formes d'inégalité. Nous savons que tout le monde est différent, forgé par son expérience vécue. Ce que Emily Crenshaw avait parlé en 1989 de la tempête de l'intersectionnalité. Ça fait des années. Dans son travail, l'intersectionnalité est un point de vue, c'est un prisme, c'est multidimensionnel et ça nous permet d'examiner la manière dont différentes formes de discrimination et d'inégalité se conjuguent souvent. Alors, si nous sommes au courant de ce point de vue intersectionnel, nous pouvons mieux reconnaître et enraciner les différences entre nous. Kimberly Crenshaw nous a montré que les femmes noires sont en but à des préjugés fondés sur la race et le genre. Par ailleurs, les hommes noirs sont seulement en but à des préjugés fondés sur la race. Alors, l'intersection est importante. Si nous considérons la manière dont l'intersectionnalité tient compte des différentes dimensions d'analyse, il y a 4 grandes dimensions que je voudrais évoquer. D'abord, les synergies dans l'expérience simultanée. Ensuite, ce sont des expériences qui ne sont pas additives, qui se produisent en même temps, mais qui ont un impact cumulatif. Le troisième élément, tous les systèmes fonctionnent en même temps, et enfin, c'est multiple. Donc, ce sont les 4 dimensions. Si on se rappelle, cela nous permet d'analyser tout ce que nous envisageons au niveau des faits de la part de nos clients. Alors, nous pouvons retrouver la place de chaque individu sur la progression de pouvoir dans la famille. Dans le contexte du système de justice, il peut y avoir des déséquilibres de pouvoir entre les parents.
la connaissance de la loi, la position financière ou sociale, le statut social, les antécédents culturels, la personnalité dominante, le contrôle des enfants, parce qu'on parle de parentalité, et les antécédents de prise de décision dans la famille. On parle d'inégalité raciale comme étant distincte de l'inégalité fondée sur le genre, la classe, la sexualité ou le statut d'immigration. Mais le point de vue intersectionnel nous permet de voir que des personnes sont sujettes à toutes ces discriminations en même temps et que leurs expériences ne sont pas simplement la somme de toutes ces parties. Cela peut nous amener à comprendre la portée de l'article 15 de la Charte dont nous parlions dans un autre contexte qui interdit la discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les handicaps mentaux ou physiques. Donc, le cadrage intersectionnel, c'est la notion de l'égalité sur le fond, protection égale de la loi et l'avantage égal de la loi. L'intersectionnalité nous permet de mieux faire notre travail d'avocat dans ce cadre. Mais il peut s'agir aussi d'un outil d'analyse pour analyser des complexités d'inégalité, l'inégalité étant rarement causée par un facteur unique. Donc, nous pensons que nous jouons sur un terrain à armes égales, mais ce n'est pas le cas. Il faut comprendre le fonctionnement du privilège dans le contexte familial, social, culturel et religieux. La diversité, c'est une réalité, mais l'inclusion, c'est un choix. Nous voulons tous maîtriser nos biais subconscients. La discrimination, ce n'est pas qu'un mot, elle affecte des personnes bien réelles que nous aidons. Ce qui est complexe, pluridimensionnel, en tant qu'avocat de la famille, on travaille avec des relations. Les chercheurs supposent que toute relation comporte une part de persuasion ou d'influence. Alors, quand est-ce que le contrôle devient coercitif? La réponse, c'est l'avenir de cette relation lorsqu'elle commence à engendrer un facteur de peur. C'est là où la coercition commence. L'intersectionnalité, le cadre,